Salut à tous, c'est Café Brioche, bienvenue pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, nouveau setup, donc on est dans la cuisine, on est en compagnie de Lucas. La petite brioche au milieu, salut les gars. Et le café. En compagnie d'Aurélien, donc c'est un nouvel invité. Aurélien, vas-y, je te laisse te présenter. Salut, donc moi c'est Aurélien. Je suis dans le traitement des nuisibles depuis presque 8 ans. J'ai vu de très grosses boîtes, comme de toutes petites sociétés actuellement. Ok. Et ouais, j'avais une question. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton parcours pro? Comment t'en es arrivé là? Parce que nous, franchement, on n'y connaît pas grand-chose sur ce travail-là. Bon, on a fait quelques recherches, mais comment t'es arrivé à ce stade-là, cette position? C'est les aléas de la vie. En France, il n'y a pas de diplôme pour ça. Il n'y a pas d'études. Dans certains pays, tu peux avoir un permis fédéral ou un diplôme national. En France, il n'y a rien du tout. Tu as des formations, le Certi Biocide qui te permet d'utiliser les produits, ou le Certi Phyto qui est un peu moins utilisé dans notre métier. Mais voilà, c'est le fait de rencontres et d'opportunités. Ok, c'est intéressant. Parce que nous, quand on parle par exemple de dératiseurs, on pense tout de suite à des gars, ils vont dans des restos, ils cherchent des trucs sales. Toi, tu peux casser ce mythe ou est-ce que c'est vraiment la réalité? Non, c'est un mythe. Tu peux aller dans des endroits vraiment très sales avec des problèmes. Tu peux avoir des endroits vraiment très clean et d'un coup tu as des problèmes parce qu'à côté, voilà, il y a un cours d'eau, ils l'ont coupé pour faire des travaux, les rats ils cherchent un autre endroit. Tu peux tout faire, tu peux faire de l'industrie, de l'agroalimentaire, du pharma. Et il y a des gens qui n'ont pas de problème pendant 50, 60 ans, mais voilà, c'est obligatoire un traitement, une prestation, donc on y va pour faire du contrôle. Quoi. Et c'est quoi justement l'intervention la plus fréquente, rat, mythe? Quelle espèce tu redoutes le plus en général? Moi je redoute rien. Moi j'y vais. Après, c'est ce que je te disais, il y a la dératisation, la désinfection, la désinsectisation et le dépigeonnage. Donc tu peux faire un peu de tout, mais le B.A.B.A. vraiment, c'est typiquement c'est du rongeur blatte. Quoi. C'est ce qui se fait le plus. Là on est en été, il fait chaud, guêpe, frelon. Après ça dépend des périodes, mais on peut faire de tout. Mais comment t'arrives à t'en charger? Enfin, est-ce que tu as un plan d'attaque au début? Parce que je crois c'est vraiment méticuleux. Tu dois d'abord examiner la zone avant de t'attaquer à ça ou... En fait, il faut déjà voir sous quelle norme le client est. Tu as plusieurs normes. S'il fait juste de l'alimentaire pour la France, s'il veut expatrier, s'il veut envoyer sa marchandise ailleurs ou autre, en fonction de ça, tu adaptes avec les obligations qu'il y a. Après, tu mets en place le dispositif en fonction de tout ça. Après, sans vouloir rentrer dans le détail, parce que c'est très, très compliqué, très contraignant. Après, une fois que tout ça c'est en place, c'est du contrôle, beaucoup d'inspection. Savoir où, pourquoi, comment. Tiens, là il y a des rongeurs, pourquoi on va essayer de comprendre. Tiens, et voilà, expliquer au client que voilà, là il y a un problème, il faudrait faire ça. C'est voilà, tout cet aspect de service et de conseil que tu peux apporter, en plus de simplement venir poser des produits, c'est ce qu'on dit chez nous, ouvrir des boîtes. Tout le monde peut venir ouvrir une boîte, mettre du produit refermé. C'est l'accompagnement qui va derrière qui fait la différence. Ouais, la stratégie, le fait de poser les pièges au bon endroit, le fait de savoir aussi où mettre les pièges. Parce que moi, si je trouve une souris peut-être chez moi, je vais mettre un piège, mais n'importe comment. Comment vit le nuisible? Où il va vivre, où il va s'installer, est-ce qu'il rentre chez toi pour rester, est-ce qu'il cherche à manger, et voilà, il faut connaître un petit peu tout ça et savoir comment traiter, après adapter le dispositif aussi aux clients. Tu vas avoir des clients qui veulent absolument aucun produit, donc tu vas sur des systèmes mécaniques ou électroniques, mais l'électronique, s'il faut en mettre dehors et il pleut. Donc tu t'adaptes au client, tu fais ce qu'il y a à faire, et après tu expliques, tu rassures beaucoup. Et voilà, mais tout dans l'ensemble, tout se passe bien, il n'y a pas de souci particulier. Et tu charges par exemple plus cher pour un type de nuisible par rapport à un autre? Il y a des nuisibles un peu plus non, difficiles. Non, pas spécialement. En fait, c'est surtout des tarifications. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que nous, on n'a pas de locaux à nous. On a notre agence, on stocke nos produits, et après on se déplace. Plus le client est loin, plus c'est cher. Plus il faut passer souvent, plus tu es sur la route, plus c'est cher. Plus tu passes de temps. Voilà, après, il y a des prestations aussi que peu font. Donc forcément, le tarif augmente aussi. Mais après, tu as des tarifs de base. Après, c'est comme tout, plus tu as une grosse équipe et plus tes tarifs seront élevés. Payer un commercial, payer une secrétaire, payer un chef d'équipe, tous ces gens-là qui ne te rapportent pas d'argent directement, il faut les payer. Donc forcément tes tarifs seront plus élevés que la petite société où ils sont 2 à 5, 6. Voilà. Ok. Du coup, moi je voulais savoir, ce que je disais avant, c'est, tu vois, des gens qui voient par exemple des rats qui commencent à venir chez eux, un nid de guêpe qui commence à se former chez eux. Des fois, ils vont vouloir tenter de le régler eux-mêmes. Et j'avais vu dans certains cas, il y avait des gros soucis. Tu vois, il y a des personnes qui pouvaient mourir parce qu'il y a un nid de frelons asiatiques ou un nid de guêpe. Est-ce que toi, tu conseilles à des gens, dès qu'ils voient une petite chose, de directement appeler un conseiller? Ou bien, si c'est petit, ils peuvent encore le régler de leur manière? C'est toujours pareil, c'est un problème à la française. D'abord, on essaye nous, même si on n'a pas les compétences. Chacun a son métier. Je te dirais, un petit nid de guêpe, quelque chose qui arrive vraiment, qui dépasse pas la taille d'une pomme, tu peux y aller toi le matin.
Après, si tu as peur ou autre, si tu es une personne âgée, une femme seule, appelle un pro, il y a toujours des moyens de s'arranger, ça c'est clair. Mais après, chacun son métier. Okay. Si notre métier existe, c'est qu'il y a un besoin. Il y a des gens qui arrivent très bien tout seuls. Mais voilà, tout le monde est expert de tout sur Facebook. Moi, je tourne aussi sur Facebook pour voir ce qui se passe et ce qui se dit. Sur YouTube, il y en a, c'est des champions. Après, il y en a qui sont très professionnels, il y en a, c'est des escrocs. Mais faut se méfier. Franchement, il faut faire très c'est pas attention. simple. Mais du coup, t'as déjà eu des cas où t'avais des personnes qui étaient vraiment blessées, qui étaient allées à l'hôpital en tentant de résoudre leurs problèmes seuls? Guillaume Frelon, chaque année. Ah ouais. Chaque année, j'ai une anecdote, c'était l'été dernier, une dame qui était partie en vacances avec son homme, et la mère ou la belle-mère venait nourrir les chats tous les jours. Et ce qui se passait, c'est qu'elle savait qu'il y avait des guêpes. Mais elle a laissé aller, elle est partie en vacances. Pour faire très simple, les guêpes ont fini par grignoter le placo, sont rentrés dans la véranda, les 2 chats ont dû vouloir jouer avec les guêpes les ont tués à force de les piquer. Là, la mère, elle est arrivée pour nourrir les chats comme tous les jours, elle a vu un nuage, elle s'est fait piquer, elle a vu le premier numéro qu'elle a vu sur Google, elle nous a appelé, j'étais à côté, je suis venu. J'ai vu ça, j'ai traité, j'ai fait ce qu'il fallait. Hein. Mais le nid était à peu près de cette taille-là, à l'intérieur du placo. Voilà, donc pour pas faire appel à un professionnel qui serait venu avec un petit trou dans le placo, injecter le produit, merci, au revoir. Là, il faut refaire le placo, les 2 chats sont morts. Elle est en vacances, on va lui apprendre ça. Ouais. Donc, il faut mieux prendre les précautions et demander à temps. Quoi. Les économies de bout de chandelle, ça marche pas très rare. Ouais. Mais justement, c'est qui te contacte le plus en général? C'est les personnes âgées, c'est les professionnels, les entreprises qui doivent respecter leurs normes sanitaires ou c'est... Tu as les particuliers, ils regardent sur Internet, sur les réseaux sociaux, ils regardent, ils appellent, et en règle générale, le premier qui vient, celui qui est un petit peu le plus pro au téléphone. Voilà. Ouais. Après, au niveau des sociétés, tu as des appels d'offres. Souvent, ça, c'est pour des grosses interventions. Après, quand tu as des restaurateurs, des petits métiers de bouche, c'est pareil, hein, c'est sur Internet, on appelle, ils font 2, 3 devis, et après, voilà, c'est le feeling et au niveau du tarif. Ok. Ça, c'est quoi l'anecdote, enfin, c'était une anecdote, le moment qui t'a le plus choqué dans ton métier, où t'es arrivé et tu t'as fait waouh, tu vois? Ou bien, il n'y a aucun moment qui t'a choqué ou... J'en ai tellement. J'en ai une, mais alors tu peux jamais dire waouh, ou le montrer, tu vois, parce que tu rentres chez les gens, ça reste du secret professionnel. Mais j'ai fait une fois une intervention pour, je crois qu'il y avait 6 ou 7 logements, et je rentre dans un logement et ça collait au sol, tout était sale, tout était sombre, ça sentait l'humidité. Et je voyais, je vais traiter pour les blattes et tout de suite je suis allé dans la cuisine. Je le savais qu'il fallait que je commence par là. Et je vois un gamin qui devait avoir 2 ans, l'âge de mon fils maintenant en plus aujourd'hui, tu vois. Et je me suis dit, tiens, je joue avec de la pâte à modeler dans le salon. Je me dis, bon, un gamin quoi. En fait, en me rapprochant, non, je joue avec la végétaline. L'huile des frites. Voilà, la végétaline. Pourquoi les gens. On n'est pas tous du même niveau social, on n'a pas tous les mêmes mœurs. Et voilà, et tu vois ça, et tu vois un enfant qui joue là-dedans. J'ai ouvert le frigo chez cette dame, je me souviens, il y avait 2 aliments dans le frigo, du coca et des yaourts. Et tu vois cet enfant qui grandit là-dedans, ça prend le trip. J'avais pas de gosse à cette époque-là. Mais après, voilà, tu vas chez les gens, chacun vit différemment. Il y en a qui sont dans le déni, il y en a d'autres qui vivent très bien avec. Et après, voilà. Il y a tellement... Et ces problèmes, voilà, ça se crée comme ça aussi. Ça dépend aussi comment dire, l'hygiène n'est pas universelle. Donc ça dépend vraiment des standards d'hygiène de chacun. C'est ça, et si tu laisses traîner, tu peux très bien, c'est ce que je dis souvent, tu vas chez Carrefour, t'achètes un truc, tu le stockes en dessous, tu fais pas gaffe, voilà, ça se développe. Après, si tu le vois assez vite, tu te traites toi ou tu appelles un professionnel, ou alors tu laisses traîner. Moi, je suis déjà arrivé chez les gens, voilà, les premières questions que tu poses, vous avez ça depuis longtemps? Ah oui, 2, 3 ans. Voilà. Mais il y a un trouble chez les personnes âgées, il me semble, qui est comme ça, qui stockent énormément de produits et ils les laissent traîner. C'est pas que chez les personnes âgées, c'est le syndrome de Diogène. En fait, ils stockent tout. Après, il y a plusieurs niveaux. Je suis déjà allé chez les gens, tu ouvres la porte, tu peux pas ouvrir la porte, tu passes par la fenêtre. Et à part le lit, t'as des déjections partout. Des déjections, ils ont tout gardé, les emballages de bouffe, ils ont 50 000 imprimantes, ils récupèrent des trucs à la décharge. Là, tu peux pas traiter. Là, il faut appeler une société spécialisée qui va vider le logement. Après, tu viens traiter derrière et il faut que cette personne soit suivie médicalement. Parce que tu lui retires quelque chose auquel elle tient. Mais effectivement, il y a des endroits où c'est plus compliqué de traiter. Et t'as déjà eu, par exemple, tu sais, on parle souvent des scandales dans les restos où on dit c'est crade, il y a des rats derrière et tout ça. Est-ce que t'es déjà allé dans un resto et tu t'es dit mais comment une salle peut venir ici et en coulisses ça peut être aussi crade quoi? Souvent. Souvent on me demande mais la prochaine fois que je vais dans un restaurant, je te demande dans quel restaurant je peux ne pas aller. Je préfère conseiller les gens et leur dire je te dis dans quel resto aller. Moi j'ai vu des trucs dans des restaurants
les custos qui cuisinent ou qui sont en préparation, sinon il n'y a pas pendant le service, qui sont en train de cuisiner, il y a les rats à côté, ou il y a les cafards. Enfin, ils les voient et tout. Ils les voient, ils vivent avec. Hein. J'ai déjà vu des boulangers, le mec il fumait sa clope, il le posait, à côté il y avait le gros malaxeur pour la pâte, c'est une clope, il y a un coup de vent, ça tombe dedans, et le mec il le voit, il regarde comme ça, et moi je suis à côté. Bon bah tu jettes tout, tu nettoies tout, non c'est pas grave, top. Et tu sais que ça part en cuisson, tu le sais, mais secret professionnel. Tu peux rien dire parce que t'es derrière, t'es pas censé le voir. Mais est-ce que ces restos, toi, t'as le pouvoir de dire ok, vous fermez demain? Non, secret professionnel, tu peux même pas appeler l'hygiène en disant que. Et c'est ce qui arrive des fois, c'est qu'on a certains restaurateurs, très très peu, mais qui le font, qui nous appellent, ils disent voilà, écoutez, il nous faudrait un traitement. Alors on vient, on t'inspecte, tu dis ok, là il va falloir qu'on passe au moins 3-4 fois, voir ce qu'il en est, et on verra par la suite. Il y a un suivi après qui se fait. Voilà, donc tu fais ton traitement, et à la fin de la première intervention, il t'appelle, il te dit voilà, vous venez plus. Parce que lui, il a son petit papier qui dit que telle société est passée pour traiter le restaurant contre les blattes. Et comme ça, quand l'inspecteur de l'hygiène il passe ou autre. J'ai le papier, voilà. J'ai le papier. Donc, en fait, ils voient plus l'aspect hygiénique pour eux, sanitaire pour le restaurant, ils voient plus ça parce que voilà, il faut le faire et au moins on a la certification. En fait, c'est grave. Hein. Mais ça, c'est un problème en France. Bah, en France, en fait, c'est un métier de l'ombre. On va te demander, moi ça m'est déjà arrivé, on te dit voilà, vous garez pas devant, garez-vous à côté. Oui, mais à côté c'est aussi un client, il veut pas que je me gare à côté, donc au final tu te gares 3 rues plus loin. Il y a un moment, faut arrêter. Vous êtes allé à l'étranger plus d'une fois, vous avez sûrement fait attention dans les restaurants, ça se voit beaucoup en Allemagne, sur la porte d'entrée, t'as un Stempel qui dit voilà, ce restaurant est traité par telle ou telle société contre les nuisibles. Je mets ça en France, mais je ne rentre pas, parce que si tu fais appel à un professionnel, c'est forcément que tu as des problèmes. Alors que non, c'est juste obligatoire. Ils veulent pas un peu gâcher leur image en voyant des gars qui viennent pour nettoyer, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe derrière mes spaghettis quoi. Et c'est ça, c'est très mal vu et très connu et très peu connu en France. Et toi on t'a déjà contacté le soir d'urgence, enfin on peut t'appeler à 1h, 2h du mat ou... Alors il y en a qui essayent, au début quand tu mets pas ton téléphone sur silencieux la nuit tu peux te faire avoir. Ah on peut te faire quand même. Voilà, moi j'ai eu la première fois que ça m'est arrivé, la seule fois, parce qu'après j'ai dit stop, j'ai mis un mode nuit sur le téléphone, c'est un professionnel, un hôtelier qui m'a appelé entre 3 et 4h du matin. Ah oui, ok. Je me levais à 4h pour aller bosser le lendemain, donc je me suis pas rendormi. Il me disait voilà, il y a un problème de punaise, il faut venir absolument tout de suite, machin. Il y a un moment, ça peut attendre le lendemain. Règle ton problème en interne, tu expliques à ton client ou à ta cliente que voilà, une société va passer demain, même si c'est pas vrai, on passe au surlendemain ou 2 jours après. Voilà. Mais après, ça c'est le respect de la vie privée. Mais oui, il y en a, voilà, moi j'étais déjà en rendez-vous, t'as le téléphone qui sonne, t'écoutes le message après. Oui, une souris est tombée du plafond, on était en réunion avec des directeurs, machin. D'accord, mais laisse un message, appelle pas en pleine nuit, appelle pas en réunion. Ils pensent que les gens sont forcément disponibles. C'est aujourd'hui, tu as un besoin, il faut qu'il soit comblé tout de suite, que ce soit du pouvoir d'achat ou une problématique. Ok. Moi, je voulais savoir aussi, est-ce que ton métier, toi, tu le trouves passionnant? Est-ce que, par exemple, voilà, c'est une question, mais par exemple, quand tu vas aller dans un resto et que tu vas tout nettoyer et que tu verras le problème réglé et qu'il n'y aura plus de rongeurs ou d'autres animaux, est-ce que tu vas vraiment sentir une satisfaction? Tu vas être satisfait du travail bien fait et est-ce que tu le ressens aussi auprès des clients? Alors, déjà, tu es obligé d'aimer ce que tu fais parce que bon, tu bosses quand même la majorité du temps dans les endroits où il y a des problèmes, tu prends le temps de faire les choses bien. Après, oui, quand tu passes derrière, tu as réglé des problèmes qui sont arrivés pour X raisons. Je prends l'exemple du restaurant avec le cours d'eau. Voilà, il a été coupé pour être mis en état et tout. Le client avait des rats, toi tu règles les problèmes, tu passes la fois d'après, il n'y a plus de problème, le client est satisfait, tu t'offres à manger. Et voilà, tu es heureux d'avoir réussi à faire ton job. Après, c'est un métier, oui, il faut aimer. Après, tu es sur la route, il n'y a pas de routine. Moi, j'ai un très gros client qui me prend quasiment 2 jours par semaine. Ah oui. Donc là, tu commences à avoir une routine, mais le client est tellement grand qu'en fait, il n'y a pas de routine. Mais il faut aimer travailler en autonomie, il faut aimer être seul, il faut être curieux. Si t'es pas curieux, t'y arrives pas. Il faut se poser les bonnes questions. Sinon, tu viens, tu mets tes produits, tu pars, mais ça ne sert à rien. Il faut savoir pourquoi, comment. Ok. Et c'est quoi, si t'avais une pire intervention à choisir de toutes ces années de pratique, la pire intervention que t'as eue pour le moment, c'est... Les centres de compost en intérieur. Tu ouvres la porte, tu rentres, tu fais 2 pas, tu ressors, tu refermes la porte, tu pues pour la journée, t'es obligé de prendre une douche. Ah voilà, parce que t'as toute l'humidité qui est en haut, t'as des gouttes qui te tombent dessus. Mais tu sais, voilà, c'est le poste. Mais voilà, tu rentres dedans, il faut savoir que quand tu fais ce type de client, soit tu le fais très tôt le matin et après tu fais une douche, ou soit tu le fais en fin de journée et tu prends le douche avant de partir.
C'est vraiment parce que l'odeur reste sur toi, elle reste dans la voiture. Si tu fais une intervention après, tu vas chez les gens, tu l'as sur toi. Même si tu changes de t-shirt, tu vas l'avoir encore sur le pantalon. C'est un poison. Ouais, c'est un truc qui rentre dans le tissu. Il n'y a aucun souci, tu peux le respirer sans masque ou autre. Après, bon, les mecs qui restent dedans toute la journée, ils ont quand même des lunettes parce que j'en ai déjà vu qui ont eu les yeux rouges avec les interventions en hauteur. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, tu pues. Ouais. Tu pues, tu vas chez les clients, tu es une société de service, tu travailles grosso modo dans l'hygiène et tu arrives chez un client, tu sens mauvais. Tu peux pas. Okay. Moi, c'est ça qui me dérange, mais tu prends une douche, tu te changes et tu fais une machine quand tu rentres. Tu vois, c'est vraiment un métier qui n'est pas adapté à tout le monde aussi parce que il faut vraiment pas avoir peur d'aucun rongeur et vraiment tout ce qui est odorat et tout ça, il faut vraiment. Comment tu arrives à mettre ça de côté? Comment tu arrives à essayer de ne pas le considérer vraiment à rester concentré sur ta tâche? Tu peux demander à ceux qui changent les couches de leurs enfants. En fait, tu t'adaptes. Il faut le faire. Ouais. Il faut le faire, tu y vas. Voilà. Après, tu fais aussi des endroits. Moi, j'ai déjà fait des caves où ils stockaient de l'alcool. Tu y vas, tu te dis, allez, j'y vais vite à 13h, je rentre plus tôt, je mange pas. Tu vas là-bas, t'arrives, t'as les vapeurs d'alcool, t'as pas à manger, tu ressors, t'as la tête qui tourne. Ouais. C'est assez compliqué. Après, les odeurs, au bout d'un moment, tu t'y fais. Et les rongeurs, par exemple tu t'y fais. Moi j'avais peur des araignées au début, j'avais peur des toutes petites, maintenant, je vois une araignée, il y a une araignée. Ouais, t'as laissé aller. Tu t'y fais. Après, oui, voilà, tu travailles avec la mort, il faut avoir conscience de ça. Il faut avoir conscience que voilà, tu vas travailler avec des cadavres, tu vas devoir ramasser, mais tu le fais, c'est tout. Après, c'est pour ça que je te disais qu'il faut aimer, il faut pas être dégoûté de tout ça. C'est la nature, c'est le vivant, c'est la mort. D'ailleurs, en parlant de ça, du coup, j'avais ma question sur le respect, tu vois, des animaux, parce que j'avais vu des vidéos YouTube et t'en as pas mal qui disaient, oui, essayez peut-être de tuer des nids d'abeilles en les gardant vivantes, enfin, tu vois, essayer d'enlever ça, j'avais vu avec du jet froid ou d'autres solutions. Est-ce que pour toi, tu penses que c'est possible de rester dans un respect des animaux, entre guillemets, c'est-à-dire les garder vivants et les évacuer de l'endroit, ou bien il faut forcément aller... Alors oui et non. Alors les abeilles bourdons, j'ai déjà eu le cas plus d'une fois, où je les récupère. Tu récupères le plus gros du nid, tu t'en occupes tout de suite, tu vas chez un apiculteur, un client qui peut être intéressé, ou même chez moi, j'ai déjà ramené un nid de bourdon chez moi. Ok. Après, pour rendre un bâtiment hermétique, pour pas que les rongeurs rentrent et éviter de les tuer, ça coûte de l'argent. Ouais. Beaucoup d'argent. Donc du coup, les gens, ils préfèrent investir un petit peu tout le temps pour que tu traites et voilà, qu'ils aient pas de problème, qu'investir d'un coup et rénover des bâtiments. Donc là-dessus, on peut le faire. Mais il faut que derrière le client soit prêt. Oui, ça dépend du service que tu te demandes. Derrière, le client va être prêt à allonger la monnaie et en règle générale, c'est pas le cas. Il préfère baisser les coûts. C'est ça. Nous, on n'est pas une société, quand on intervient chez les gens, on leur rapporte pas d'argent. On produit rien. Tu vois, on leur prend de l'argent pour leur éviter des problèmes. Mais on peut pas garantir un résultat à 100%. Ouais. Après, tout ce qui est guêpes, frelons, voilà, tu peux traiter maintenant sans mettre 3 kilos de produits comme j'en vois certains. Voilà, tu fais le minimum, tu fais ce qu'il y a à faire, tu t'adaptes. C'est ce que tu disais, tu mets pas d'électronique en extérieur, tu mets pas maintenant un système de capture dans des endroits où il fait chaud et humide parce que ça va sentir mauvais très vite. Tu t'adaptes. Tu es obligé de t'adapter. Et à aucun moment tu t'es dit j'en peux plus de ce métier, je suis dégoûté à vie d'une situation, parce que j'avais vu une vidéo sur TPMP, il y a un gars qui expliquait qu'en gros c'était un débutant dans le métier et tout ça, il avait fait une intervention dans une maison, je crois que c'était à Paris, dans un arrondissement. Il a ouvert un placard comme ça et t'as 10 rats qui lui sont tombés dessus, genre des rats énormes. Et le gars, après l'intervention, il était choqué à vie. Et il a décidé, malgré la formation qu'il avait eue, psychologiquement, il était peut-être prêt. Mais il s'est dit, j'en peux plus, ça y est. C'est qu'il n'était pas prêt. Parce que tu sais jamais ce qui va t'arriver. Ouais. J'ai déjà ouvert des trappes sous des baignoires. T'as les rats, t'as les cafards, le truc. Il faut y aller. Tu fais ça... Dans le respect, on te demande pas d'attraper le rat et de lui tordre le cou. Déjà, vas-y pour l'attraper. Mais voilà, tu sais que tu vas être confronté à des trucs, tu sais que des fois tu vas être surpris, tu sais qu'il y a le risque de morsure aussi. Voilà, c'est pour ça, tu ouvres une boîte, le rongeur était dedans, il part en courant. Écoute, pars en courant, t'as peut-être mangé du produit, t'es condamné, je vais en remettre, tu vas revenir. Mais non. Jamais, ok. Non, et pourtant j'en ai vu des trucs, mais non, jamais. Okay. Et moi, je voudrais aussi aborder la question, parce qu'on parle d'un métier, au fond, de technicien hygiéniste. Voilà, nous, on va l'appeler dératiseur pour qu'il y ait des chiffres sur la vidéo. Mais combien ça gagne concrètement, voilà, un technicien hygiéniste en général, peut-être si tu as des chiffres en débutant, ce qu'il peut espérer après 10 ans de carrière, et en indépendant par rapport à l'entreprise. Ça, c'est aussi intéressant. Alors, ça dépend. Parce qu'en tant que société, tu as tout ce qui est dividende. Donc ça va dépendre du chiffre d'affaires de la société. Donc ça, il faut le mettre à part.
Après, quand tu commences, tu peux avoir plein de façons de faire. Tu peux payer quelqu'un, entre guillemets, au SMIC horaire, alors que le mec, il a quand même une bagnole, il est responsable. Donc, si une fois on vous propose le SMIC horaire, barrez-vous. Après, tu peux avoir un système de primes, de panier repas, histoire de... Voilà. Mais pour commencer, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai connu, en règle générale, les mecs, ils sont en net, 1004, 1005 net à la fin du mois. Après, tu as des systèmes de primes, tu as l'ancienneté. Est-ce que tu bosses le soir? Est-ce que tu bosses les week-ends? Est-ce que... Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Est-ce que tu fais 35 heures? Est-ce que tu fais 39? Parce que forcément, tu fais 4 heures de plus par semaine, multiplié par 4 sur un mois, bah... Ça change aussi. Est-ce que tu es en intérim? Tu as des congés? Mais je dirais que sur du 35 heures en France, tu commences à 1005. Et après, tu vois, pareil, si tu ramènes des contrats, tu as des primes qui tombent derrière ou autre. Mais sans trop te forcer, tu montes à 1008. Quoi. Sans trop te forcer. Et après, en indépendant, par contre, ça peut grimper. Ça dépend de combien tu as envie de travailler. Donc toi, actuellement, tu n'es pas encore indépendant, juste pour nos abonnés, pour qu'ils le sachent. Du coup, tu es encore dans une entreprise? Oui, j'étais dans une multinationale, très grosse société. Maintenant, on est deux. Dans la multinationale, tu as plus d'opportunités d'aller travailler le soir. Je faisais beaucoup de traitements le samedi matin. Mais tu te lèves aussi beaucoup plus tôt. Parce que voilà, c'est les traitements qu'il faut faire quand personne n'est là. Donc tu as les clés de l'usine, avec tout ce que ça implique derrière. Tu fais ton traitement, tu gagnes beaucoup plus. Mais après, au niveau de la vie de famille, tout ça, moi, quand j'ai eu un gamin, j'ai commencé à dire stop. Donc c'est pour ça qu'après, j'ai changé de société. Je change une plus petite. Ça dépend ce que tu veux dans la vie. Mais il y a un moment, faut charbonner. Faut charbonner. Franchement, tu veux une baraque, tu veux pouvoir être tranquille, parce que quand t'aménages, ça coûte des sous. Tu fais des heures. Tu bosses, tu gagnes de l'argent, et après, tu trouves ton juste milieu, ce que tu as envie de faire, et tu fais. En fonction des possibilités aussi. Ok. Réponse complète. Ouais. Tu peux pas aborder un petit sujet, mais le salaire, c'est vaste. C'est ça. Non, mais c'est vrai, au moins, il y a le détail, c'est cool. Mais au niveau de la programmation, tu t'organises comment, du coup, dans ta boîte? Est-ce que tu as un calendrier, enfin, comme tu as beaucoup de clients, comment? Ça dépend des boîtes ou autres. Avant, j'étais dans un système où tu avais une fiche client. Tous les mois, ça sortait. Et voilà, ils te disaient, voilà, ces clients-là, il faut les faire ce mois-ci. En fonction des contrats signés. Tiens, un tel, il y a une visite tous les 3 mois, lui, tous les 4 mois, ça tombe ensemble. Tiens, ils sont à côté, on va les regrouper pour éviter de faire de la route. Ouais. Tu t'adaptes, en fait. Après, moi, j'ai des clients, voilà, ils m'ont dit, voilà, nous, on veut une intervention le mardi. Bon, ok, d'accord, bon, bah, on vient le mardi. Après, tu t'adaptes, il y a des clients qui veulent que tu viennes le matin, les restaurateurs, du moment où les gars ils arrivent à partir de 9h, tu sais qu'eux ils sont là à 9h, le restaurant d'à côté c'est 9h30, tu sais que 9h à 9h30 t'es là, 9h30 à 10h t'es là, voilà, après il faut aussi caser les urgences qui tombent entre, voilà, tu fais un petit peu à ta sauce, mais sachant que c'est le client qui a besoin que tu interviennes chez lui, donc tu t'adaptes au client. Ok. Et globalement, tu tombes généralement quand tu vas chez des clients, que ce soit des particuliers ou des professionnels, est-ce que les gens t'accueillent bien? Est-ce qu'ils sont sympas avec toi? Ils t'offrent des choses? Est-ce qu'ils sont contents? Ou bien tu peux tomber sur des personnes qui vont un peu te traiter d'une manière un peu méchante ou différente? Après, ça dépend. Mais en règle générale, ils t'appellent, ils ont besoin de toi. Donc tu viens, après, tu leur expliques, il y a ce côté social, accompagnement, tu fais ton boulot, après ils sont satisfaits. C'est ce que je te disais avant, typiquement... Restaurant où on a coupé le cours d'eau, la pizzeria, les rats sont arrivés, tu traites, tu expliques, tu apportes des solutions, avec des solutions que le client peut faire lui-même pour payer moins cher. Parce que si lui il le fait, ça sera moins cher que si tu viens en tant que société. Et une fois que tu as réglé le problème, il est très satisfait. 2-3 anecdotes. On a déjà offert le repas, les petits pains quand tu arrives chez les clients. J'avais déjà réservé un week-end avec ma femme, amoureux. Tu réserves une chambre, tu arrives, machin, la personne te reconnaît à l'accueil, elle est super satisfaite du boulot que tu fais à l'année. Hop, on regarde, tu peux être surclassé. On te surclasse. Incroyable. Ouais. Après, c'est le côté humain. Voilà, c'est pareil. T'arrives en été, est-ce qu'il y en a un qui va te proposer un truc à boire? Ou éventuellement de remplir ta gourde? Ou est-ce que t'es en plein été, tu bosses, tu transpires et merci, au revoir? Ça dépend. Mais en règle générale, ils ont besoin de toi si tu fais bien ton boulot, si t'es humain. Et s'ils sont humains, il y a toujours des avantages en nature. C'est beau. Non. Parce que souvent dans l'urgence, tu peux avoir des comportements un peu déraisonnés, des gens qui te gueulent dessus, limite, je pense. Enfin, peut-être que ça existe. Ils me gueuleraient dessus qu'une fois. Ils me gueulent dessus, je prends mes affaires, je pars. Ouais. Je suis pas un c'est vrai, les rats, ils sont toujours là. Les restaurants, par contre. Mais c'est ça. Ouais. Après, moi, je suis déjà intervenu derrière d'autres sociétés. Voilà, ils voient très bien la différence. Après, on peut tous se planter, hein. Mais bon, ils voient très bien. Tu accompagnes le client, tu lui expliques. Problème de rongeurs, les guêpes, que tu lui expliques comment ça marche, pourquoi, comment. Ouais. Tu vois, il est déjà juste satisfait que tu saches de quoi tu parles. Après, tu fais ton traitement, tu lui expliques, tu dis voilà, typiquement les guêpes, ce soir vous en aurez encore un petit peu, demain c'est réglé. Ouais. Et voilà, toujours laisser une carte en expliquant s'il y a le moindre souci, vous appelez. Ouais, toujours rester ouvert, voilà, ça c'est un peu comme dans tous les métiers, si tu regardes. C'est du service. Ouais. Donc tu t'adaptes, c'est toujours pareil.
Et j'avais une dernière question en termes de perspective de carrière. Comment tu peux évoluer dans ce métier-là, dans cette discipline-là? Ça dépend de la boîte dans laquelle tu es. Si tu es dans une multinationale, en règle générale, tu es en poste et tu y restes. Parce que si il y a une place qui se libère au-dessus, on va préférer mettre quelqu'un qui est un copain ou autre. Parce que si toi tu montes, si toi tu montes, il faut te former au nouveau poste. Et il faudra former quelqu'un qui va prendre ton poste. Ouais. En règle générale, c'est ça. Dans une petite société, ça dépend. Tu peux faire un peu de commerce. Voilà, en gros, tu as applicateur, tu peux être commercial, tu peux faire des audits, tu peux gérer une équipe, tu peux t'assurer de tout ce qui est sécurité, environnement. Il y a beaucoup de choses à faire. Après, ça dépend ce que tu veux, ça dépend de tes motivations. C'est toujours pareil. Ok. En tout cas, ouais, je pense des questions. Je pense qu'on a fait le tour, comme on dit à chaque émission. Mais en vrai, c'était super cool. Ouais, franchement, merci Aurélien d'être venu ici, de nous avoir parlé de ton métier. On va pouvoir taper la brioche là, je regarde depuis avant. C'est ça, on n'a pas osé pendant le podcast. Et voilà, on espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses sur le métier de technicien hygiéniste, / dératiseur et tout ça. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et ciao tout le monde. Salut les gars, à plus.